super. Ah oui, le masque. Bon. Ah, je l'aime bien mon masque. Hein, donc... Bon, donc bonjour à toutes et à tous. Bienvenue. Bienvenue ici pour un sujet passionnant. Cancer et nutrition. Un sujet sur lequel, en tant qu'entreprise, on s'est engagé déjà depuis un certain temps. Je suis particulièrement content et heureux de pouvoir vous accueillir ici physiquement, parce que j'ai cru comprendre pour pas mal d'entre vous, c'est peut-être même la première conférence de presse physique. Je crois que vous en avez fait plusieurs, peut-être à distance durant le confinement, mais première conférence de presse post-confinement. Donc merci encore plus d'être là aujourd'hui. Je m'appelle Philippe Paré, je dirige les opérations de Clovis Oncologie en France et dans les Benelux. Je ne suis pas venu seul, on a deux autres collaboratrices de Clovis Oncologie qui sont là. On a au fond, on a Nathalie Elvoff, qui est directrice des affaires publiques. Et on a également le docteur Elaraki, qui est notre directrice médicale, avec qui vous aurez le plaisir, bien évidemment, d'échanger l'une comme l'autre durant cette conférence de presse. Donc, ce qu'on souhaitait faire aujourd'hui, c'est faire une petite introduction sur Clovis Oncologie. Et ensuite, bien évidemment, je vais passer la parole aux autres orateurs. Donc, nous avons la vice-présidente de Imagine, l'association de patientes de cancer gynécologique en France, Madame Coralie Marjolais, le docteur Bruno Reynard, qui est dans le fond de la salle, le docteur Bruno Reynard, qui est gastro-entérologue et hépatologue à l'IGR, et dernièrement, un deuxième Philippe, le docteur Philippe Pouillard, qui lui est immunopharmacologue et travaille justement, fait des recherches justement sur l'impact de la nutrition sur les différentes maladies, notamment le cancer. Donc, Clovis Oncologie, je crois qu'un certain nombre d'entre vous avez été présents durant la conférence de presse en début d'année. Quelques mots sur notre société. Donc, Clovis Oncologie est une société biopharmaceutique qui a été fondée il y a presque 11 ans maintenant à Boulder, Colorado, dans le Midwest aux États-Unis. Et on a fait depuis notre création de la lutte contre le cancer vraiment notre raison d'être. C'est pour ça que nous existons aujourd'hui en tant que société. C'était un choix vraiment spécifique des fondateurs en créant cette entreprise de se dire on va se focaliser sur une pathologie où il y a un grand besoin, un high unmet medical need, comme on dit en anglais, avec la médecine justement très spécialisée. Et vous voyez en fait que ces deux concepts sont repris à la fois dans notre mission et notre vision. Donc notre mission est vraiment de se focaliser sur des thérapies ciblées, développer de la médecine de précision, et là où c'est nécessaire et pertinent, des diagnostics, des tests de diagnostic pour accompagner justement le médicament, pour s'assurer que justement la bonne patiente ou le bon patient reçoit le bon médicament et que finalement cette volonté d'apporter de la médecine de précision auprès du patient soit garantie. Ça se traduit bien sûr par notre vision, qui est la commercialisation de nos produits, de la mise à disposition de nos médicaments à la fois aux professionnels de santé, bien évidemment pour le bénéfice du patient, que ce soit des molécules que nous développons nous-mêmes ou des molécules qu'on développe en partenariat avec d'autres laboratoires. Si vous avez eu l'occasion de regarder sur notre site internet, vous avez vu qu'on a pas mal de collaborations avec d'autres laboratoires aussi, de grande renommée justement en cancérologie, sur des programmes de développement communs. Nous sommes une très petite société. J'en discutais tout à l'heure avec un certain nombre d'entre vous. Là où vous êtes peut-être habitués à travailler avec un certain nombre de nos concurrents en France, ils ont un nombre de collaborateurs en France qui est équivalent au nombre de collaborateurs que nous avons au niveau mondial. Donc nous sommes 500 collaborateurs sur 2 continents principalement, aux États-Unis et en Europe. Les deux zones géographiques dans lesquelles nous avons jusqu'à présent commercialisé nos produits, et néanmoins 3 sites de production des deux côtés de l'Atlantique également. En France, nous sommes encore un peu plus petits. Nous sommes globalement une vingtaine de collaborateurs, travaillant à la fois sur la France, mais aussi les Benelux, spécifiquement les Pays-Bas.
Et nous sommes une équipe qui a, on a eu la question tout à l'heure, bon, où est-ce qu'on en est maintenant, qui a grandi quand même depuis le début de cette aventure. Dernière conférence de presse, donc début de cette année. Depuis, l'équipe s'est étoffée, tout en restant petite. C'est une équipe qui est vraiment hautement spécialisée, à la fois une équipe médicale et commerciale, avec une forte et longue expérience dans l'industrie pharmaceutique, et qui ont vraiment intégré cette société par une volonté de vouloir non seulement travailler sur un cancer gynécologique et apporter une solution thérapeutique à des patientes, mais en même temps voulaient aussi faire partie de cette aventure qui était de créer une société. Il faut s'imaginer qu'il y a 2-3 ans, on n'existait pas en France. Et notre bureau, qui est pas loin, hein, boulevard Malesherbes, vous le voyez ici, boulevard Malesherbes, on a commencé littéralement avec un collaborateur, et puis maintenant on est plusieurs. Donc pour nous, moi j'ai un immense plaisir à partager ça avec vous, parce que ça fait aussi partie de l'aventure Clovis. Je pense que chaque collaborateur a ses propres motivations qui l'animent dans son quotidien, mais il y a aussi les valeurs de l'entreprise justement qui nous animent. Et c'est une des valeurs principales que je souhaiterais mettre en avant aujourd'hui, c'est vraiment mettre le patient, et en l'occurrence la patiente, au cœur de nos préoccupations. Et ça, c'est quelque chose qui nous anime en France, mais nous anime aussi ailleurs dans le monde. Vous voyez qu'on a la chance d'avoir Madame Marjolais avec nous aujourd'hui, mais nous travaillons avec des associations de patientes similaires dans tous les pays en Europe où nous sommes présents, y compris avec une association européenne, justement pour apporter des solutions thérapeutiques et autres aux patientes atteintes de cancer gynécologique. Donc voilà ce que je voulais vous présenter brièvement sur l'entreprise. On sera là si vous avez des questions à nous poser après, bien évidemment. Et j'ai le grand plaisir de passer la parole à Coralie Marjolais, donc vice-présidente de l'association Imagine. Très bien, bonjour à tous. Donc je vais vous faire une présentation de la maladie du cancer de l'ovaire. Donc cette maladie est une maladie méconnue et taboue. Et pourtant, elle touche 5200 femmes par an, avec 3400 décès. C'est un des taux de mortalité dans les cancers actuels les plus importants. Et on en parle peu, voire pas du tout. Ce taux de mortalité s'explique parce qu'elle est diagnostiquée à un stade avancé, à la différence des autres cancers gynécologiques, comme le cancer du col de l'utérus ou le cancer de l'endomètre. Elle a peu de symptômes. Dans le cancer du col de l'utérus et de l'endomètre, il y a des saignements qui alertent rapidement les femmes et qui consultent plus vite. Dans le cas du cancer de l'ovaire, comme on le verra plus loin, ce sont des symptômes plus ténus. Et une des choses importantes et qui nous tient à cœur dans l'association Imagine, c'est que les femmes et les médecins prennent en compte ces signes pour détecter plus tôt la maladie. En plus, non seulement le taux de mortalité est important, mais le taux de récidive reste extrêmement important. C'est la 5e cause de décès dans les cancers féminins et on n'en entend absolument jamais parler. L'âge moyen de découverte de la maladie est de 65 ans, mais c'est assez disparate. Au sein d'Imagine, on a beaucoup de patientes jeunes. Et dans le cas des tumeurs rares de l'ovaire, il y a à peu près 1200 tumeurs rares de l'ovaire par an. Et la plupart du temps, ça touche des femmes jeunes, voire des adolescentes. Donc c'est une maladie dont il faut parler et c'est en parlant qu'on la diagnostiquera plus tôt et donc on aura plus de chances de la guérir. Alors, ce cancer silencieux, comme je vous le disais, c'est des signes ténus qui doivent alerter. Pour avoir échangé avec certains d'entre vous auparavant, ce qui est important, c'est s'ils sont ressentis de façon persistante, plus de 3 semaines. Parce que quand vous allez lire cette liste, en tant que femme, malheureusement, c'est des choses... Alors, les saignements, non, les saignements doivent alerter toujours, même minimes en dehors des règles ou après la ménopause, mais les douleurs abdominales, les ballonnements inhabituels, les troubles intestinaux ou les troubles urinaires sont des choses que malheureusement on rencontre au cours de notre vie, mais si, et c'est vraiment un témoignage de patientes, si c'est pas comme d'habitude, et en tant que femme on se rend compte si c'est pas des symptômes dont on a l'habitude et surtout s'ils persistent plus de 3 semaines, et à ce moment-là il faut aller consulter, il faut consulter vite,
sont généralistes aussi. Il ne faut pas attendre forcément un gynécologue parce qu'on sait les déserts médicaux et le manque de gynécologues dans certaines régions. Une sage-femme, un généraliste, on lui en parle et ça peut permettre de détecter plus tôt la maladie. Que va faire le gynécologue, le généraliste ou la sage-femme? Une palpation du ventre, un toucher vaginal, une palpation des aires ganglionnaires et quelque chose d'extrêmement important dont on parle peu, l'échographie endovaginale. L'échographie endovaginale, quand elle est faite, s'il y a des symptômes, encore une fois, Imagine ne demande pas du tout une campagne systématique de dépistage comme c'est le cas pour le cancer du sein où c'est efficace, mais quand il y a des symptômes persistants, les symptômes qu'on a vus sur la diapositive précédente, une écho endovaginale permettra de détecter un cancer de l'ovaire sur 2. Alors oui, il y en a 50% qui de toute façon n'arriveront pas à être détectés, mais comme vous le voyez, si on pouvait sauver 50% des femmes atteintes de cancer de l'ovaire en prenant la maladie plus tôt, on changerait vraiment le paysage thérapeutique de cette maladie. Alors, détecter la maladie plus tôt, ça c'est un premier point. Et ensuite, la prise en charge experte est quelque chose d'extrêmement important. Et Imagine se bat pour que les femmes soient adressées à des médecins experts de cette maladie qui est très spécifique et très différente de tout ce qui est chirurgie de l'abdomen et même en oncologie, étant donné que les standards thérapeutiques pendant longtemps, là, sont en train de bouger aussi grâce à la découverte des antiparps entre autres, mais pendant longtemps n'étaient pas satisfaisantes, il faut des médecins qui soient au fait des dernières recherches thérapeutiques. Donc, la première chose, une résection complète est essentielle pour avoir une vraie chance de guérison, même si la guérison dans le cancer de l'ovaire est un peu un gros mot pour nous, mais en tout cas de rémission complète et durable. La résection complète est essentielle. C'est pour ça que ça doit être fait dans un centre expert qui a l'habitude et avec un chirurgien expert qui fait régulièrement des chirurgies en onco-gynéco et pas des chirurgies abdominales de façon générale. Ensuite, l'importance d'être suivi dans un centre qui répond aux normes européennes. Et ça, il y a encore un certain nombre de centres qui, on ne sait pas très bien pour quelles raisons, continuent à opérer alors qu'ils n'ont pas ces 10 chirurgies de cancer de l'ovaire par an et par médecin et les 20 chirurgies ovariennes minimum dans le centre. Après, la chirurgie peut être de première intention, mais comme je vous l'ai dit, malheureusement, on découvre la maladie souvent tard. Il peut y avoir une chimiothérapie néoadjuvante avant la chirurgie pour permettre de faire diminuer la zone tumorale et l'imprégnation de la maladie pour donner une meilleure chance d'avoir justement cette résection complète qui est vraiment la chance importante donnée à la patiente. Et ensuite, comme je vous l'ai dit, le suivi médical par l'oncologue, le cancérologue au sein du centre doit être fait dans un centre qui est au plus près des recherches cliniques en cancéro-gynéco, car il faut trouver le traitement le plus adapté, comme vous l'a dit M. Paré, à la patiente. Et ça fait partie de ces pathologies où il est essentiel de coller à la tumeur et on le voit avec les nouveaux traitements, chaque patiente peut présenter une maladie différente. Alors, comme je vous l'ai dit, en 10 ans, il y a des vrais changements. Il y a 10 ans, c'est vrai, on parlait peut-être peu aussi des cancers de l'ovaire parce qu'il y avait peu de propositions thérapeutiques. Depuis 10 ans, les choses ont bougé, tant mieux pour les malades, il y a un vrai espoir. Et en ce septembre turquoise qui va commencer la semaine prochaine, on va parler enfin pour la première année d'espoir. Il y avait les anti-angiogéniques qui bloquent l'irrigation sanguine des tumeurs, qui existent maintenant depuis quelques années, qui étaient un premier pas et qui pouvaient se combiner à la chimio traditionnelle pour améliorer le pronostic ou en tout cas améliorer le temps de survie sans progression. L'avancée majeure de ces dernières années, on l'a vu au congrès de l'ESMO de l'année dernière, ce sont les antiparps qui bloquent la réparation de certaines cassures au niveau de l'ADN. Pour la première fois, on parle d'années. C'est jamais arrivé avant. Alors oui, on parle d'années principalement pour les patientes qui présentent des mutations génétiques.
type BRCA, comme pour vous donner une idée à Angelina Jolie, c'est toujours notre exemple emblématique, puisque ça parle souvent à tous, mais c'est aussi pour l'ensemble des patientes, on constate une réelle amélioration. Non seulement ça, mais en plus les antiparps sont donnés par voie orale, il n'y a pas cette lourdeur du traitement d'accompagnement qu'il peut y avoir à avoir une injection de façon régulière. Donc les choses bougent, il faut en parler, il faut transmettre cet espoir aux patientes et surtout les inciter, donc dès qu'il y a des symptômes, à consulter, à vérifier, c'est pris plus tôt, avec cette nouvelle thérapeutique, on augmente les chances de survie et on essaye de faire tomber ce pronostic de plus de 60% de décès à 5 ans. Et l'immunothérapie est actuellement en essai, il y a différents essais cliniques en cours pour essayer de compléter toute cette proposition thérapeutique donnée aux patientes. Donc voilà, c'est une année d'espoir et il faut aussi le dire. Avec Clovis Oncologie qui nous accompagne depuis très longtemps et depuis le début du bureau à Paris, dans les différentes actions d'Imagine, il y a eu une étude réalisée l'année dernière qu'on avait fait avec Brigitte Massico, la présidente d'Imagine, qui nous a quittés après 7 ans de combat contre la maladie et un cancer de l'ovaire détecté en stade 4 au mois de janvier dernier. Et on avait fait cette étude ensemble auprès d'un certain nombre de patientes. Ça a mis en exergue certains résultats qui montrent que les patientes en cancéro-gynéco et encore plus en cancer de l'ovaire, toujours l'idée du cancer silencieux et méconnu, sont en manque d'informations. Et ne savent pas, souvent on a des patientes qui appellent Imagine Écoute ou qui se rendent sur le forum et qui disent mais j'avais l'impression d'être la seule en France à avoir cette maladie, alors qu'encore une fois vous avez vu elles sont plus de 7000, donc il faut vraiment réussir à tisser ce lien et on sait que l'écoute, le partage, on va dire, permettent de mieux vivre la maladie quand on la comprend, quand on comprend qu'on n'est pas seul à la traverser, c'est souvent plus facile. Je rappelle que dans le plan cancer 3, quand au moment de l'annonce d'un cancer, le médecin ou le cadre de santé est censé donner l'information d'une association de patients. Imagine, comme je vous le présenterai après, est malheureusement, enfin, on a quelques sœurs comme Ovarior, mais qui sont très régionales, la seule association patients en cancer gynéco, alors que dans le cancer du sein, il y a plus de 70 assos patients. Et si on parlait plus d'Imagine, les patientes pourraient dialoguer entre elles. Nous sommes un outil au service des patientes pour leur permettre de mieux vivre dans la maladie. Cette étude a montré aussi qu'il y avait une défaillance dans certains domaines, alors faciliter les échanges entre patientes, je viens d'en parler, et l'accompagnement diététique. On le sait et on le voit à longueur des réseaux sociaux avec des injonctions souvent complètement délirantes. La diététique, la nutrition sont un élément majeur dans la maladie. Et on va dire dans les cancers gynéco d'autant plus, puisque comme vous le comprenez, comme c'est détecté tard, en stade 3 ou 4, la chirurgie touche à des organes digestifs qui peuvent être l'intestin ou le côlon et qui entraînent, indépendamment des effets secondaires des traitements et de la chimiothérapie, d'autres effets. Et il faut accompagner les patientes par une aide de médecins nutritionnistes dans cette réappropriation de son corps et du fonctionnement de son corps après avoir eu cette chirurgie et ces traitements. Il y a trop peu de centres en France qui proposent cet accompagnement aux femmes. Il faudrait que ce soit automatique, on va dire, qu'on leur dise qu'ils ne sont pas seuls, qu'il y a une association de patients, qu'on leur dise qu'il y a un accompagnement de nutrition. Et c'est pour ça qu'on a souhaité, avec Clovis Oncologie et Imagine, les patientes d'Imagine et Brigitte Massico, mettre en place ce carnet nutrition. Petite information sur Imagine. Imagine est donc une association qui a l'agrément du ministère des Solidarités et de la Santé depuis le mois de janvier 2019. Ça fait partie de cette centaine d'associations de patients, toutes pathologies confondues, qui travaillent
pour défendre les droits des patients avec les institutions. Donc les missions, c'est l'information, la recherche, la sensibilisation, le partage, le soutien et la défense des droits des patients. C'est une association de patientes et de proches. On a mis en place différentes actions de communication, les spots, les petits mots une fois par an, que vous avez peut-être vu en mai 2018 à la télévision et au cinéma, puisque le une fois par an a fait le buzz, c'était volontaire, c'était provocateur. On se dit que les femmes entre, on va dire, 20 et 60 ans pensent beaucoup à leurs enfants, à leurs compagnes, compagnons, aux autres et peu à elles. Et une fois par an, on va chez le dentiste. Pourquoi on ne pourrait pas se dire j'ai mon rendez-vous gynécologique, ma consultation. Une consultation, ce n'est pas forcément un examen. C'est aussi, comme je vous l'ai dit, avec ces symptômes ténus, comment ça va? Ben, je ne sais pas, depuis quelque temps, j'ai des ballonnements, j'ai des troubles urinaires, pas comme d'habitude. Dialoguer avec son médecin, que le médecin vous suive et voit d'une année sur l'autre l'évolution, permettrait de détecter la maladie plus tôt. Cette consultation régulière, elle peut être faite avec un généraliste et une sage-femme. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, l'a rappelé fin juillet, un petit peu poussé par nous, mais le gynécologue n'est pas le seul interlocuteur. Il y a aussi la possibilité de parler avec son généraliste et sa sage-femme. Il y a l'affiche et la carte postale qui ont suivi les spots que vous avez avec vous sur les chaises. Et puis il y a notre marraine Gwendoline Hamon qui a perdu sa mère d'un cancer de l'utérus et qui est très active. Et dès qu'elle le peut, elle relaye l'information auprès du grand public et de la presse. Là, c'est pour montrer toutes les actions qui sont faites. Pareil, vous avez les différents relais. Il y a des antennes, Imagine, sur tout le territoire. Il y a une newsletter trimestrielle que vous pouvez retrouver sur le site. Des cafés Imagine, alors en présentiel, pas en ce moment. Pour l'instant, Zoom est notre meilleur ami. Mais ce qui fait qu'on fait des cafés Imagine presque nationaux, puisque où que l'on soit, on peut dialoguer ensemble. Il y a la ligne Imagine Écoute. Ce sont des patientes. Et on oriente les demandes vers les patientes qui ont été atteintes de la même maladie pour qu'on puisse vraiment échanger en ayant traversé la même chose. Le forum et la messagerie instantanée, parce qu'on sait malheureusement que les nuits sont des fois beaucoup plus difficiles que les jours et qu'il faut pouvoir dialoguer à n'importe quel moment. Et puis, la nouvelle appli, Vic Imagine Ovaire, il y avait Vic5 qui existait, Vic Imagine Ovaire, qui a été lancé en juin. Au moment du confinement, qui est un vrai échange, qui est un début de dialogue. Ça a été... toutes les questions ont été, enfin toutes les réponses aux questions ont été relues par le comité scientifique d'Imagine que vous verrez ensuite pour donner l'information la plus fiable et la plus scientifiquement vérifiée possible pour éviter le maximum de fake news. Donc Imagine, c'est des documents d'information et de soutien. Vous avez le document que nous avons réalisé avec la Ligue, à la demande de la Ligue. C'est une patiente d'Imagine qui est médecin, parce que malheureusement, être médecin n'empêche pas d'être patiente. Sur le cancer de l'ovaire, il y a aussi le cancer du col. Et puis, au moment du confinement, on a eu des professionnels à nos côtés, oncologues, psychologues, sexologues, bénévoles, qui ont dégagé du temps pour les patientes, pour pouvoir répondre à leurs questions dans ce moment particulièrement difficile de se retrouver avec la maladie, souvent avec un suivi très allongé et avec des questions sans interlocuteur pour les poser. Et puis évidemment le carnet de nutrition dont je vous parlais et l'étude Karenity nous a rappelé son importance et on savait l'importance de la nutrition dans ces maladies difficiles. Mais je sais que le docteur Reinhardt en parlera très bien après moi. Imagine, c'est Septembre Turquoise aussi. Donc je vous parlais de Septembre Turquoise qui va commencer là la semaine prochaine. Septembre Turquoise a été instauré par Barack Obama qui a perdu sa maman d'un cancer de l'ovaire il y a maintenant 4 ans. C'est le mois dédié au cancer gynécologique. Cette année, déjà l'année dernière, comme vous le voyez, c'est l'affiche de l'année dernière, il y avait une présence renforcée dans les centres. Cette année, on va faire moitié virtuel, moitié présentiel. Je n'ai pas encore l'affiche parce que tout ça bouge beaucoup avec le coronavirus. Mais en tout cas, ce qui est calé, c'est un Facebook Live le mardi 15 septembre à 18h avec le professeur Monsénégo de l'OMS qui parlera des virus HPV, du professeur Mirghani de l'hôpital européen Georges Pompidou, qui est le chef de service de la chirurgie ORL, puisque les virus HPV entraînent
3000 décès par an, hommes et femmes confondus, hein, et on souhaite en parler. Et puis le professeur Fabrice Lecuru, chef de service de la chirurgie gynécologique de Curie. Tous les trois vont être à l'écoute du grand public et du plus grand nombre. Donc plus de femmes et de grand public seront de femmes et d'hommes, puisqu'on va parler aussi enfin des cancers ORL et puis également des cancers de l'anus, puisque ça fait partie des cancers issus des virus HPV, donc avec la prévention et le dépistage et évidemment la vaccination, puisqu'à partir du 1er janvier 2021, les garçons verront aussi le remboursement de la vaccination contre les virus HPV. Un webinar, cancer de l'ovaire, l'espoir, comme je vous l'ai dit, c'est le thème de l'année. On veut montrer qu'il y a des avancées thérapeutiques majeures et donc il faut détecter la maladie plus tôt pour donner plus de chances aux patientes de vivre plus longtemps dans les meilleures conditions possibles. Et puis dans le lien, et toujours avec ce lancement du carnet nutrition, on va faire un atelier nutrition pour les bénévoles d'Imagine. Alors on ne sait pas encore très bien comment et pourquoi, hein, mais c'est prévu le 20 septembre puisque notre assemblée générale sera le 19 et le 20 septembre c'est la journée européenne des cancers gynécologiques puisque Imagine, comme en a parlé Philippe Paré, fait partie d'Engage, est membre du réseau européen des associations de patientes en cancéro-gynécologique et donc s'associe à ce jour, cette journée mondiale des cancers gynécologiques. Le comité scientifique qui est à nos côtés, qui est très présent, qui permet que l'ensemble des plaquettes qui sont diffusées à la fois sur le site et en papier soient scientifiquement vérifiées et relus par des professionnels, qu'ils soient oncologues ou chirurgiens. Et nous avons à nos côtés le docteur Floquet de l'Institut Bergonié de Bordeaux qui participe à nos réunions et répond aux questions des patientes. Évidemment, en tant qu'association agréée, Imagine participe aux réunions des instances de santé comme de l'INCa ou de la NSM. Et puis, avec la Ligue depuis le début, avec Marie Lanta et Elodie Béguet, il y a un vrai soutien, une vraie interaction pour être aux côtés des patients et c'est pour ça aussi qu'on met à leur disposition des plaquettes, on va dire, mises à jour avec tous ces nouveaux traitements thérapeutiques qui sont proposés. Donc les demandes qu'on a, et nous sommes encore intervenus devant la commission de cancer du Sénat fin juillet en Zoom, mais nous sommes intervenus auprès d'eux nous attendons la liste des centres labellisés. Comme je vous l'ai dit, c'est un élément majeur de la prise en charge des patientes. Pour différentes raisons politiques, nous le savons, elles n'arrivent pas à sortir, donc on voudrait pouvoir écrire aux patientes dans leur région quel est le centre, quels sont les centres labellisés pour leur donner le choix, mais leur proposer une liste. Pour l'instant, pour tout vous dire, on le fait par oral, mais on n'a pas le droit de l'écrire. Et la diffusion de cette liste permettrait une information beaucoup plus complète et fiable pour les patientes. Et puis le souci, encore une fois, c'est de la sensibilisation des médecins. Ils ont 6 heures jusqu'à l'internat sur les cancers gynécologiques. C'est pourquoi ils y pensent peu ou pas. Et ils pensent d'abord au cancer ou aux maladies digestives avant de penser au cancer gynécologique. Et avant d'aller à une coloscopie qui est invasive, qui est quand même pas très agréable et qui en plus coûte cher, en cas de symptômes, une écho intravaginale permettrait d'écarter, dans un cas sur 2, encore une fois, mais ça ferait au moins un cas sur 2, le cancer de l'ovaire. Voilà. Je vais laisser la parole au docteur Reynard qui va vous présenter plus en détail le carnet nutrition. Merci beaucoup. Merci évidemment à Clovis pour cette invitation, à Madame Marjolais qui nous a fait une présentation vraiment passionnante, et à vous toutes et tous. Alors, pourquoi je suis mandaté pour vous présenter le carnet de nutrition ? Non pas parce que je suis gastro-entérologue et hépatologue à Gustave Roussy, parce que je ne suis pas gastro-entérologue et hépatologue à Gustave Roussy, mais je suis médecin nutritionniste à Gustave Roussy, chef du service de nutrition. On a la chance, c'est quasiment le seul établissement de soins qui s'occupe de cancérologie, qui a un service de nutrition et une équipe très bien dotée en diététiciens et en médecins nutritionnistes. Pour info, nous avons pour notre hôpital 15 diététiciennes et 5 médecins nutritionnistes. C'est colossal. Je vais vous faire un petit ratio. Sur l'ensemble des centres de lutte contre le cancer, il y a à peu près 50 diététiciennes sur l'ensemble des centres de lutte contre le cancer. Nous, on en a 15. Et sur l'ensemble des centres de lutte contre le cancer, il y a 10 médecins nutritionnistes. Nous, on en a 5. Alors pourquoi ? Tout simplement parce qu'on a pu démontrer
toute notre équipe, à notre direction, et notre direction a très bien compris que la nutrition, mais finalement la prise en charge globale du patient, était essentielle à la bonne conduite des traitements anticancéreux. Et ça depuis très longtemps. Ça fait moins 24 ans que je travaille à Gustave Roussy. Ça ne se voit pas, mais je suis un peu vieux. Et ça fait pratiquement 20 ans qu'ils ont compris que c'était quelque chose d'important, même si la preuve scientifique n'est pas toujours derrière nos arguments, et ça c'est le vrai problème, qu'il faudra d'ailleurs résoudre un jour. Il faut de la preuve scientifique au même niveau que la preuve scientifique qui démontre que tel anti-PARP ou anti-Schmürz fonctionne. Je ne vais pas vous détailler page par page le carnet qui est très bien fait, vraiment très très bien fait, qui à mon avis est plus qu'utile, qui aidera énormément les patientes dans leur quotidien par rapport à l'alimentation. Mais je vais vous expliquer vraiment les messages forts par rapport à ce que veut apporter ce carnet. Il veut d'abord essayer d'expliquer aux patientes de ne pas se tromper de combat. Il est très clair que avec la cacophonie médiatique qu'il y a sur le lien entre alimentation et cancer, il est difficile parfois de faire le tri entre ce qui revient de la prévention primaire, de l'alimentation pendant les traitements et de ce qu'on peut appeler aussi la prévention tertiaire, c'est-à-dire après la maladie. Et dans tout ça, il est parfois très très compliqué de savoir quelle est la bonne façon de manger. Donc ce carnet sert à apporter des informations, à confirmer un certain nombre de questionnements que peuvent avoir les patientes et à mettre de côté, à rejeter ou à mettre en moindre importance des choses qui peuvent ne pas être essentielles. Et donc aussi à lutter contre les croyances et idées reçues, il y en a énormément. On parlait tout à l'heure du curcuma, on va parler aussi un peu du jeûne et des régimes de restriction glucidique avec Philippe. Il est clair que tout ça fait partie de cette cacophonie sur laquelle on est un peu perdu parfois, même en tant que soignant, et sur lequel il faut des précisions, des clarifications. Et évidemment, ce carnet, et c'est, je pense, un de ses atouts majeurs, est un élément de motivation pour changer de comportement ou s'adapter aux situations dans lesquelles on se trouve au jour le jour à cause de la maladie ou à cause des traitements. Alors, ne pas se tromper de combat, comme je l'ai déjà dit, c'est bien savoir dans quelle situation on est. Et quand on est en cours de traitement, eh bien, c'est très différent, les objectifs sont très différents de la situation où on est dans une réflexion de prévention santé, on n'est pas encore malade et on veut éviter de tomber malade. Donc, les objectifs de la prévention primaire, c'est-à-dire éviter de tomber malade, éviter d'avoir un cancer, c'est globalement quelque chose qui tourne autour de éviter d'avoir du surpoids et de l'obésité. Mais quand on est malade, et quand on a les traitements, ça peut durer quelques semaines, quelques mois, quelques années, malheureusement, eh bien, l'objectif est tout autre. Il n'est pas obligatoirement complètement discordant avec le précédent, mais il reste différent et donc il doit s'attacher à des méthodes différentes de prise en charge nutritionnelle, puisque l'objectif est de maintenir la masse musculaire. Si vous regardez la littérature scientifique de ces 15 dernières années, l'élément fort sur le lien nutrition et patient atteint de cancer, c'est ce qu'on appelle la sarcopénie, c'est-à-dire la perte de masse musculaire, qui est un facteur pronostic majeur. C'est même probablement le facteur pronostic le plus puissant qui existe dans la littérature scientifique. Les oncologues ont un peu de mal à l'entendre, mais c'est la vérité absolue. C'est-à-dire que dans tous les cancers, toutes les localisations de cancer, dans toutes les situations thérapeutiques, la sarcopénie, le déficit de masse musculaire, sort comme facteur pronostic indépendant et de façon très importante. Avant chirurgie, avant chimiothérapie, avant immunothérapie, avant thérapie ciblée. Une fois que la maladie, finalement, est stabilisée, ou voire guérie, ou en rémission, on revient à une logique de prévention tertiaire qui est quasiment la même que celle de la prévention primaire. On revient sur la problématique surpoids-obésité. On en parle dans le cahier. Donc, il est très clair
que, évidemment, quand on essaie d'avoir un focus sur la masse musculaire, on ne va pas manger de la même façon que quand on fait un focus sur éviter le surpoids et donc l'excès de masse grasse. Cette diminution de masse et de fonction musculaire, qu'on appelle sarcopénie, c'est un terme qu'on a emprunté aux gériatres, c'est quelque chose qui est connu depuis 25 ans et qui a été intégré progressivement dans la logique de prise en charge oncologique grâce à des travaux canadiens et ensuite français, en partie à Gustave Roussy d'ailleurs, qui ont montré qu'effectivement, on savait mesurer ce déficit de masse musculaire par un scanner, tout bêtement, et qu'on était capable de limiter sa progression par un certain nombre de prises en charge, si possible précoces. Donc cette sarcopénie est une composante de la dénutrition, au sens large du terme. Elle est liée à la fois à la maladie qui va modifier le métabolisme musculaire, mais aussi aux traitements qui peuvent impacter directement la masse musculaire. C'est un facteur pronostic majeur, je vous l'ai déjà dit. Et ce qui est très important, c'est un facteur pronostic sur lequel on peut jouer, qu'on peut modifier. Et qu'on peut modifier si on le détecte tôt, avant de commencer les traitements. Ça, c'est super important. Et c'est un des buts de ce carnet, c'est justement de proposer des moyens simples aux patientes de pouvoir repérer un début de problématique nutritionnelle et de pouvoir agir pour l'éviter ou éviter qu'elle s'aggrave. Donc, on va parler de l'appétit, puisque le lien entre appétit et perte de poids, il est évidemment important. On va parler de la situation de la chirurgie. On va parler de la situation des traitements anticancéreux oraux ou par voie intraveineuse. On va parler justement de ces problématiques d'aliments à éviter, de comment continuer à se faire plaisir finalement. Et puis, on parle aussi dans le carnet de l'après-cancer, finalement, ce qui est évidemment quelque chose de très important. Je vais revenir à la partie outils qui vont permettre aux patients de repérer une problématique nutritionnelle. Mme Marjolais a évoqué les symptômes, et en particulier les symptômes digestifs qui peuvent être évocateurs d'un début de pathologie ovarienne cancéreuse. Eh bien, ces symptômes peuvent affecter l'appétit et peuvent affecter l'alimentation. Dès qu'on a mal au ventre, dès qu'on a des troubles du transit, que ce soit de la diarrhée ou de la constipation, on mange moins, toujours. Donc, ces éléments peuvent être des éléments d'alerte, mais évidemment, les éléments d'alerte les plus importants, c'est la perte de poids. Dès qu'on a un début de perte de poids, qu'elle soit plus ou moins volontaire ou qu'elle soit involontaire, il faut alerter. On dit classiquement 5%. 5%, c'est rien du tout. Pour quelqu'un qui pèse 50 kg, c'est 2,5 kg. C'est rien du tout. D'accord ? Donc l'alerte doit être très précoce. Et l'autre moyen d'alerter, c'est d'estimer soi-même à quel niveau de son alimentation habituelle on est. C'est ce qu'on appelle l'auto-évaluation des ingestats, ou échelle numérique ou échelle visuelle analogique des ingestats. C'est un outil en fait, qu'on a emprunté à l'évaluation par les patients de leur niveau de douleur, ce qu'on appelle l'EVA de la douleur, échelle de 0 à 10. 0, j'ai pas de douleur du tout. 10, j'ai la douleur la plus importante qu'on puisse imaginer. Là, c'est le contraire. 0, c'est je mange pas du tout. 10, c'est je mange comme d'habitude avant d'être malade. Eh bien, on a pu démontrer, par des méthodes scientifiques plutôt pointues, que ce que le patient ou la patiente évaluait était parfaitement bien corrélé à ce qu'une diététicienne pouvait mesurer en relevant les repas de la patiente ou du patient pendant 3 jours. Il y a une très bonne corrélation entre le patient qui dit « j'ai 4 sur 10 » et la mesure qui est faite par la diététicienne qui correspond globalement à 40% des besoins caloriques de la personne. Voilà. Donc ça, c'est important parce que ça souligne le fait que l'auto-évaluation des symptômes et de l'état général et de tous les éléments qui vont impacter le pronostic est un élément clé maintenant de la prise en charge parce que ça permet un repérage très précoce. Nous, on utilise beaucoup les éléments d'auto-évaluation à Gustave Roussy, à la fois pour la nutrition, on fait ça tous les jours,
mais aussi sur les problématiques addictologiques, de souffrance psychologique, de douleur, etc. Ça marche très très bien. Je pense que le patient, c'est un peu ce que vous avez évoqué tout à l'heure, est quand même globalement la personne la mieux capable de savoir dans quel état elle est. Voilà. Bon. Le proche, un peu moins, le docteur, pas beaucoup. Voilà. Bon, je ne vais pas trop rentrer dans ce débat. Et l'idée, c'est vraiment, en plus de ça, qu'il y a un vrai partenariat entre la patiente et les soignants. C'est-à-dire, on fait confiance à la patiente qui est capable de repérer tôt la problématique nutritionnelle et on lui propose les outils adaptés de prise en charge, la diététicienne, le médecin nutritionniste, les conseils diététiques, le petit carnet, etc. Voilà. Alors, parmi les situations problématiques ou qui questionnent beaucoup l'alimentation, il y a évidemment le périopératoire, le avant l'opération et puis le après l'opération surtout. Pourquoi ? Parce qu'après une opération, qu'on ait ou pas coupé un bout de tube digestif, eh bien, on a l'impression qu'il faut manger différemment. Et en plus de ça, du fait des douleurs, du fait de l'inconfort abdominal, eh bien, effectivement, il y a des choses qu'on ne supporte pas. Donc, il faut, et c'est ce qui est bien écrit dans le carnet, il faut tester les nouveaux aliments les uns après les autres. Et ça, c'est vraiment un point majeur. Il faut faciliter auprès des patients l'adaptation, l'expérimentation, tout en maintenant l'idée de plaisir, de potentialité de plaisir à s'alimenter. De temps en temps, quand on visite les patients en post-opératoire, que ce soit en chirurgie digestive ou en chirurgie gynécologique chez nous, on a des patientes qui nous disent « je rêve d'une côte de bœuf en rentrant à la maison ». Bon, ce n'est pas obligatoirement le cas après chirurgie de l'ovaire, mais bon, pourquoi pas. Et ça ne doit pas être interdit. Et ça, on va le redire plusieurs fois, mais les listes négatives d'aliments, c'est fini. On arrête tout ça. Ça ne sert à rien du tout. Les régimes, au sens général du terme, qui ne sont en fait que des listes négatives d'aliments qui s'additionnent à déjà des listes que le patient ou la patiente accumule d'aliments qu'elle s'interdit de manger, c'est fini. Il ne faut pas. En gros, tout est permis, à condition que ça soit bien supporté. Et donc, il faut que le patient, la patiente en l'occurrence, en fasse l'expérience. Ça se passe bien, tant mieux. Ça ne se passe pas bien, elle met de côté. Voilà. Donc, toutes ces histoires de régime très progressif en post-opératoire, le célèbre BIC. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que le BIC, c'est bouillon, yaourt, compote. Pour moi, le BIC, c'est soit un stylo, soit une chèvre. Ce n'est pas un régime. Chez nous, on a interdit le régime BIC parce que c'est complètement stupide. En plus, les bouillons qui sont réalisés par le prestataire de restauration sont dégueulasses. Les yaourts, il n'y a pas de choix. Et les compotes, j'en parle même pas. Donc, pourquoi pas ? Et d'ailleurs, il y a des pays où, en Scandinavie ou en Europe du Nord, aux Pays-Bas, on propose du pain de mie, du fromage en post-opératoire. Pourquoi pas le faire ici ? Il n'y a aucune raison qu'on ne le fasse pas. Il faut que les gens puissent manger de façon la plus variée possible. Alors, évidemment, les Pays-Bas, ce n'est pas le modèle de la gastronomie dans le monde, on est bien d'accord, mais n'empêche qu'eux, ils autorisent plus de choses que nous. Voilà. Et puis, de toute façon, l'idée, c'est que les gens restent le moins longtemps possible à l'hôpital après l'opération et qu'ils puissent rentrer à la maison avec l'idée qu'ils peuvent tout tester. Même si on leur a coupé la moitié de l'intestin, ils peuvent manger des épinards. Ils vont en manger des toutes petites quantités et ils vont voir comment ça se passe. Ça se passe bien, tant mieux. Ça ne se passe pas bien, tant pis. Voilà. Ça peut se passer d'épinards. On passe à autre chose. Voilà. Vraiment, c'est ça, cette idée. Adaptation, expérimentation, plaisir. Par rapport au traitement anticancéreux systémique, par voie injectable avec une faute d'orthographe ou par voie orale, eh ben, c'est un peu la même chose. Alors évidemment, il faut tenir compte des symptômes, des effets secondaires des traitements, on va y revenir. Mais clairement, l'idée, c'est que le confort de l'alimentation soit le plus optimal possible, d'accord, et que les gens aient le plus large éventail possible de mets qu'ils peuvent consommer. Donc toujours pas d'interdit systématique, sauf cas très particuliers, genre le pamplemousse avec les inhibiteurs de tyrosine kinase, par exemple, ou les inhibiteurs de mTOR. Mais en dehors de ça, il y a finalement très peu d'interdits absolus.
Par contre, un conseil que l'on délivre très largement auprès des patients en cours de traitement, du fait d'un inconfort quand même général lié au repas dans les suites immédiates du traitement ou pendant les traitements quand ils sont par voie orale, c'est de fractionner, c'est-à-dire de ne pas essayer de faire des vrais repas complets matin, midi et soir, mais plutôt soit du grignotage, soit de décaler une partie du repas, un des mets du repas, par exemple le dessert, 2 heures après le repas principal, pour ne pas avoir cette sensation de plénitude gastrique, d'inconfort, qui va retentir sur la stimulation de l'appétit au niveau du cerveau, même de façon très involontaire. Voilà. Il faut limiter au maximum cet inconfort. Les patientes savent quelle est la limite à ne pas dépasser en termes de volume alimentaire. Donc, on leur dit ne le dépassez pas, mais par contre, décaler une partie du repas, fractionner. Voilà. Évidemment, il faut qu'au final, l'apport calorique et protéique soit suffisant. Sinon, on va être obligé d'utiliser des trucs pas très sympathiques. Voilà. L'autre élément de conseil, c'est ce qu'on appelle l'enrichissement. Tant qu'à prendre une bouchée, autant que ça soit une bouchée qui rapporte en termes de calories et de protéines. Pour donner un exemple très, très basique, j'espère que Philippe ne m'en voudra pas, si dans vos envies, vous avez le choix entre une pomme et un yaourt, il vaut mieux manger un yaourt. Parce que dans le yaourt, il y a plus de calories et plus de protéines que dans une pomme. Voilà. Donc, s'il y a le choix, favorisez l'alimentation, enfin l'aliment, le mets qui contient le plus de calories et de protéines. Je n'ai pas dit trop de conneries, ça va ? Non, ça va. Et dans la bouchée, essayez de faire en sorte qu'il y ait un maximum de calories. Donc, enrichir avec de la matière grasse, des matières grasses basiques, de l'huile, de la crème fraîche, du beurre, etc. On peut enrichir avec des fromages qui peuvent se mélanger facilement avec les mets, que ce soit des purées, des pâtes, des légumes, etc. Ça, c'est la spécialité de Philippe. On peut enrichir en protéines de façon naturelle, sans être obligé de mettre des poudres de protéines qui ne sont pas toujours très agréables à imaginer, à consommer. Donc voilà, c'est l'enrichissement naturel. Ça, c'est un point majeur et c'est ce qui est expliqué dans le carnet. On peut éventuellement enrichir avec des compléments nutritionnels oraux, mais là, c'est un point majeur. Ces compléments nutritionnels oraux, ils doivent être parfaitement bien explicités aux patientes. Explicités en termes de composition, en termes de modalité de prise et en termes d'objectifs thérapeutiques. Et ça, il faut une expertise derrière, et l'expertise, c'est les diététiciens, clairement. Donc, il faut des diététiciens avant et pendant les traitements. Évidemment, il est important que le diététicien, l'oncologue, le médecin traitant ou tout soignant, IPA ou autre, qui veut aider la patiente, puisse lui apporter un certain nombre d'informations, de trucs et astuces qui peuvent l'aider à s'adapter aux différents symptômes qui peuvent apparaître au cours des traitements. C'est basé sur le bon sens et sur l'expérimentation, encore une fois. Je dis assez souvent aux patientes ou à ceux qui me posent la question, oui, est-ce que c'est bien de faire tel régime antidiarrhéique avec tel traitement anticancéreux qui donne la diarrhée ? Je pense que non, parce que ce n'est pas l'alimentation qui donne la diarrhée, c'est le traitement anticancéreux. Donc vous aurez beau mettre tout le régime que vous voulez, ça ne changera rien. Voilà. Donc l'idée, ce n'est pas, encore une fois, de proposer a priori des listes négatives d'aliments ou des régimes très contraignants qui vont augmenter l'anxiété de la patiente vis-à-vis de l'alimentation, mais plutôt de laisser la liberté à la patiente de pouvoir tester des choses, de sortir même du carcan un petit peu rigide qu'on a pu lui proposer en disant « surtout n'allez pas vers ce genre de choses », pour qu'elle puisse avoir la possibilité de manger le plus possible, avec le plus de plaisir possible, sans être dans l'inconfort alimentaire en permanence. Évidemment, j'ai choisi les troubles du goût pour illustrer ça, il y a quelques conseils évidents. C'est-à-dire que quand on a une altération du goût dans la bouche, liée à des modifications du fonctionnement des papilles gustatives au niveau de la langue,
et qu'on ressent par exemple un excès de goût salé à chaque fois qu'on mange. Évidemment, la logique, le bon sens, est de dire ne rajoutez pas de sel dans les produits et utilisez plutôt des produits peu ou pas salés. Se taper le paquet de chips hyper salé quand on a déjà un trouble du goût comme celui-là, c'est un peu idiot. Mais je dirais que les patientes et les patients ne le font pas, évidemment. Ils vont le faire une fois et ils ne le referont plus. Quand on a un goût hyper salé dans la bouche, en permanence, les petites chips, on va essayer 2 fois et puis après on arrête. C'est plus possible. Voilà. Là où c'est plus compliqué, c'est quand il y a des goûts très parasites dans la bouche. Ça, Philippe va en reparler, mais c'est vraiment la plaie parce que c'est très gênant. Ça altère énormément l'appétit et la volonté de manger. Et il n'y a pas grand-chose, sauf, grâce à Philippe, il n'y a pas grand-chose à proposer. Il n'y a pas de médicament en particulier à proposer qui fonctionne. Voilà. Pas de complément alimentaire ou de choses comme ça. Donc, il faut trouver des astuces, soit pour que ce goût soit masqué. Il commence à y avoir de la recherche là-dessus, avec des compléments nutritionnels oraux qui masqueraient ce genre de symptômes, ou par les herbes, par exemple, qu'utilise Philippe, qui sont plutôt intéressants. Évidemment, puisque je vous ai dit que l'objectif principal, c'était de limiter la perte de masse musculaire et la perte de fonction musculaire au cours des traitements, il ne peut plus se concevoir de prise en charge nutritionnelle sans une prise en charge d'activité physique associée. Et ça, c'est obligatoire. Un patient ou une patiente qui verrait un diététicien mais qui ne verrait pas de kinésithérapeute ou d'éducateur en activité physique adaptée en même temps, ça ne marchera pas. Pour faire du muscle, il faut à la fois avoir la quantité de protéines et calories suffisante et faire bouger le muscle. Sinon, on ne fait pas de muscle. Pensez aux astronautes, à Thomas Pesquet, là, quand il va dans la station internationale. Il a beau être le mec le plus musclé de la Terre et super entraîné, quand il revient, il a perdu beaucoup de muscles à cause de la gravité. Et même s'il essaye de faire un petit peu de sport, il a perdu énormément parce que sa fonction musculaire n'est pas sollicitée au même niveau que quand il est sur Terre. Eh bien là, c'est la même chose. Il faut que les patients et les patientes limitent leur temps de sédentarité et se mettent de façon adaptée à faire un petit peu plus en termes de mouvement musculaire. Ça peut être des choses un peu sportives, grâce à des éducateurs en activité physique adoptés, ou ça peut être des choses du quotidien qu'on essaye progressivement d'incrémenter, comme la marche par exemple. Voilà. Nous, on part toujours de la base marche, et puis on essaye de travailler aussi sur des activités un peu plus sportives qu'on propose soit à l'hôpital, soit dans le cadre d'associations. La prévention primaire et la prévention tertiaire, je vous ai dit, elles sont finalement sur la même base, qui est d'éviter, par l'alimentation, de faire apparaître un des facteurs majeurs de risque de cancer, et en particulier de cancer gynécologique, qui est le surpoids et l'obésité. Et donc, quand on est en prévention tertiaire, d'éviter la récidive du cancer. Alors, comment on fait ? Eh bien, ce sont tous ces éléments-là qui sont évidents, qui sont décrits dans le cadre du programme national nutrition santé depuis des années, qu'on a du mal à implémenter, mais qui sont quand même des éléments majeurs. Rappelez-vous, 40% des cancers sont évitables, 20% par les modifications de comportement de vie, alimentation, alcool et activité physique. 20%. Voilà. Et donc, il faut privilégier un certain nombre de choses dans l'alimentation du quotidien quand on est en bonne santé ou quand on est guéri d'un cancer qui est lié au surpoids et à l'obésité, comme les cancers gynécologiques. Favoriser les produits qui contiennent des fibres, les produits, les légumes, les fruits, etc. Le fait maison. Bon. Modifier certains comportements en limitant la consommation de viande, etc., et en ayant une alimentation plus saine, et puis supprimer ou limiter au maximum tout ce qui a un impact négatif sur le risque de cancer, évidemment l'alimentation industrielle, l'alcool, etc. Donc ça, c'est des choses qui sont dites et redites depuis des décennies, sur lesquelles on est, je dirais en France, ni bon ni mauvais, c'est-à-dire qu'on est de base relativement bon,
mais on ne s'améliore pas au fil des années, ce qui est un peu dommage. On a même plutôt tendance à se dégrader un peu. Quand on regarde l'étude Esteban, par exemple, qui étudie les comportements alimentaires dans les populations, et en particulier chez les enfants, on voit qu'il y a une altération assez importante des comportements de vie, en particulier alimentaires et d'activité physique. Donc il y a quelque chose à faire de ce côté-là, parce qu'il y a un impact direct sur le risque de cancer en général. Dernier point, dernière diapositive, pour vous dire que la dénutrition, ça touche à peu près toutes les maladies chroniques ou aiguës, et qu'on estime qu'il y a environ 2 millions de personnes qui sont dénutries en France. 2 millions, c'est énorme. Donc c'est quelque chose qui doit être pris en compte. Évidemment, ça touche beaucoup les personnes âgées. Ça touche évidemment beaucoup la maladie cancéreuse. 40% des patients atteints de cancer sont ou seront atteints par un problème de dénutrition, ce qui représente beaucoup de patients. Voilà. Et donc il faut agir, et j'espère que ça aura lieu, parce qu'avec les événements actuels, ça va peut-être changer, mais au mois de novembre aura lieu la semaine de lutte contre la dénutrition, qui est organisée par le comité de lutte contre la dénutrition, auquel tous les établissements de cancérologie vont participer d'ailleurs, pour essayer justement de promouvoir la sensibilisation à la dénutrition et les outils de repérage. Par exemple, à Gustave Roussy, on va proposer des ateliers où on va permettre aux patients et puis aux gens qui viennent visiter les patients de mesurer leur force musculaire, de se peser, d'évaluer leurs ingestats pour pouvoir se dire tiens, oui, c'est faisable, et c'est un outil intéressant et qu'on pourra utiliser si besoin. Voilà, j'ai fini. Et donc, pour compléter ce que j'ai dit, et j'ai essayé de ne pas trop empiéter sur ce que dira Philippe, il va à la fois vous montrer ses talents, mais aussi vous donner quelques informations justement sur les modes alimentaires, ces histoires de croyances et idées reçues qui sont parfois pas obligatoirement valables chez les patients atteints de cancer. Voilà. Bien, bonjour chères toutes et chers tous. Depuis tout à l'heure, effectivement, j'étais dans ce coin cuisine et je suis ravi d'être maintenant parmi vous et de pouvoir partager avec justement les médecins qui ont précédé, puisqu'en fait, je fais un travail complémentaire à la médecine. Oui, je suis docteur en immunopharmacologie, donc ça m'aide beaucoup, vous l'imaginez, mais également donc chef cuisinier, ce qui permet de lier les deux. Avec les professionnels de la restauration, puisqu'il faut bien passer un moment par la case hôpital, mais aussi chez soi, hospitalisation à domicile, ou cette maladie qui peut durer très longtemps, dit Bruno Reinhardt, de ce fait de plus longtemps possible de se rendre autonome soi-même ou les aidants, les proches aidants. Donc mon travail et celui de l'équipe dont je vais parler dans un instant, incluant les malades eux-mêmes, parce que Bruno Reinhardt l'a dit, ils en savent bien plus que nous, donc il faut profiter finalement de leur savoir et de savoir le retranscrire après vérification, ça va être d'atténuer les symptômes en cuisinant. Non pas en cuisinant différemment, n'est pas chef qui veut, c'est au contraire une cuisine du quotidien, ethnique, traditionnelle, qui permet finalement de renouer avec un certain bon sens. Et je reprends les propos de M. Reinhardt, surtout, en évitant les évictions, en essayant de garder une alimentation la plus finalement honnête possible par rapport à son mode de vie. Alors nous avons à l'Institut Unilassal, nous existons depuis, nous sommes une école d'agriculture à la base, donc peut-être il y a quelque chose à chercher là derrière. À l'aplomb de l'année de naissance du PNNS, que nous connaissons tous, Programme National Nutrition Santé, j'ai mis en place une formation qui est alimentation et santé, qui sort aujourd'hui 110 ingénieurs, dont 10% sont des étrangers venant en France, et qui vont trouver leur place. Vous allez voir dans un instant, qui vont trouver leur place à travers les différentes structures qui ont un intérêt à parler d'alimentation et de santé. S'agissant de... Moi j'ai un parcours INSERM-CNRS, donc, et je suis arrivé dans cet institut en 1996, donc j'ai tout fait pour mettre en place ce qui m'avait, il faut bien le dire, passionné, parce que la recherche c'est une passion, de pouvoir aider ces personnes ayant un cancer, tout type de cancer, et donc de pouvoir mettre en place dans cette école une aide
qui permettent à ces patients de pouvoir donc passer à travers, vous allez voir, à travers, c'est un mot important, cette vie nouvelle. Il y a un avant et un après. Donc en fait, la partie verte renvoie bien évidemment au côté un peu culinaire, aliments, et la partie bleue à la prise en soin médicale. Et ce que j'essaie de faire, c'est de travailler avec des personnes comme M. Reynard, justement, à mieux comprendre les choses. Donc en 2010, alors vous voyez, 2001, j'arrive à l'école, mais 9 ans plus tard, en 2010, véritablement, on se donne les moyens financiers de créer une équipe qui permet d'abord de faire quoi? En résumant, une évaluation des attentes des patients. 200 personnes, 197 exactement, avec une belle étude statistique qui permet de montrer que dans tel et tel cas de figure, on est, un chiffre majeur par exemple, chassé de sa cuisine pour 32% de ces 197 personnes, hommes ou femmes. Et quand il s'agit d'une femme, 40 ans, un cancer difficile, c'est pas évident de retourner dans sa cuisine avec les enfants qui veulent manger, le mari qui ne sait peut-être pas faire à manger, et de ce fait, vous imaginez l'impact social. En fait, nous avons mis en place rapidement avec les patients eux-mêmes, donc d'abord nous avons créé un groupe de recherche dit translationnel, c'est-à-dire que les malades, certains malades restent avec nous. Sur 200 personnes, nous avons proposé à 10 malades d'intégrer l'équipe, de les former à la recherche, de les former à la manière de s'exprimer, de chercher l'information et de l'exploiter avec nous. Et ces 10 personnes, pendant 5 années pleines, tous les mois, 10 mois par an, nous ont rencontrés en cuisine et dans le laboratoire d'analyse sensorielle qui jouxte la cuisine, de manière à travailler sur, à comprendre les résultats de cette étude comportementale traitée en 2010-2011. Et donc en fait, il y a une suite derrière d'évidence qui est que, après avoir compris certains éléments, nous en reparlerons après, et nous en dégusterons certains. Nous avons mis en place en fait des ateliers d'éducation thérapeutique, c'était la marche supérieure, c'est-à-dire qu'en 2 heures de travail, jusqu'à 3 heures de travail avec ces personnes, plus le repas derrière, parce que vous imaginez que le repas c'est le team building absolu, c'est l'envie de partager, même si les gens ne se connaissent pas, avec des groupes de 5 à 10 personnes, nous avons mis en place donc des ateliers d'éducation thérapeutique que nous avons transformés, nous sommes des professionnels de la formation, nous formons des ingénieurs en 5 ans, donc nous faisons la formation continue, d'ailleurs même en cancérologie, auprès des professionnels, des diététiciennes, des cadres de santé, et donc justement nous avons mis en place une formation de 2 jours dans l'idée de transmettre pour que ces personnes puissent s'installer, si ce n'est en libéral, dans un hôpital, dans une association, de pouvoir dire moi je vais pouvoir faire cet atelier. On leur explique très exactement le matériel, le timing, la manière de faire. Et aujourd'hui, peut-être en parlerai-je plus tard, je ne sais plus, en tout cas cette formation a permis à 15 structures en France, une en Suisse et une en Belgique, de se revendiquer de notre projet. Et notre projet porte le nom de NEO-DIA, Néo-Cancer, DIA, le fameux à travers que j'évoquais. C'est-à-dire à travers tout ce parcours qui va durer quelquefois bien longtemps, on le sait, puisque la médecine a fait des avancées telles que l'on peut vivre longtemps avec son cancer, mais malheureusement, on va le voir dans un instant, M. Bruno Reynard en a parlé, avec des effets secondaires qui peuvent être majeurs. Les malades nous ont très rapidement demandé d'écrire un livre. Un livre, on sait ce que c'est, ça peut être très éphémère. Nous avons préféré mettre en place, avec leurs conseils, un site internet. Donc un site internet qui s'appelle Vite fait, bien fait, on verra le logo plus tard, bien fait, BENFAITS évidemment, non trouvé par les malades ainsi que NEO-DIA lui-même. En fait, il nous aide véritablement au quotidien dans notre progression de recherche. Ce qui fait que nous sommes reconnus par les structures publiques, privées, scientifiques, professionnelles. J'ai presque envie de vous dire qu'il n'y a pas un médecin, un oncologue qui ne connaisse Vite fait, bien fait. NEO-DIA est un petit peu plus discret, ce n'est qu'à lire des publications. Ce qui fait que des structures comme, évidemment, l'Agence régionale de santé, des Hauts-de-France en l'occurrence, nous concernant, l'Association francophone des soins de support en oncologie, nous sommes labellisés PNA, Programme national alimentation, ce n'est pas le PNNS, c'est le ministère de l'Agriculture qui... Et différents prix, finalement, de reconnaissance qui nous ont permis tout simplement de pouvoir être légitimes avec notamment le monde médical. Quelques images pour simplement retranscrire les propos que je viens de vous exposer. En premier lieu, une formation. Alors, on s'est mis en rang là, au garde à vous, mais ce n'est pas du tout comme ça, en fait. C'est très bon enfant, c'est le tutoiement, c'est... Voilà. Et donc, en fait, là, notre jeune collègue qui explique
un groupe de personnes, justement, de nos 10 personnes référentes. Alors, on pourrait les appeler patients experts, mais ils ne sont pas certifiés ni diplômés, on va les qualifier de patients sachants. Et ces personnes vont ensuite transférer à d'autres malades dans des ateliers nouveaux. Ce qui fait que l'on a travaillé avec environ 200, 180, 200 praticiens de soins qui sont venus tester nos ateliers, les valider, 180 nouveaux malades également pour dire « Ah oui, ça nous correspond » ou « Là, j'aimerais bien retoucher un petit peu, retoucher tout cela ». Le site internet, j'ai préféré vous le mettre en visuel plutôt que de s'y loguer aujourd'hui. On ne sait jamais, quelquefois la connectique est capricieuse. On y accède en fait, tout d'abord il y a des tutoriels vidéo, des reportages télévisés. Je remercie à cette occasion Bruno Reinhardt qui bien souvent quand il fait des passages télé nous cite et c'est encore l'occasion de le saluer. Évidemment Facebook, Twitter, on ne peut pas y échapper. Alors en fait, ça se passe comment? On peut y cliquer sur les onglets recettes, et j'ai tiré de ce site quelques recettes aujourd'hui, entre les plats, les entrées, les plats, les desserts, les accompagnements, les boissons, les apéritifs entre guillemets, évidemment sans alcool, et puis le petit déjeuner également. C'est si simple de faire un yaourt maison, mais aussi de pouvoir le travailler en l'enrichissant de tel ou tel, entre guillemets, principe actif. Déjà, un yaourt au bifidus actif est bien plus intelligent qu'un yaourt qui n'en possède pas. Éventuellement, dans les cas de dénutrition assez plus que modérée, au minimum modéré, de pouvoir y ajouter une protéine issue d'un complément nutritionnel oral qui se vend en pharmacie. Également, on peut y entrer à travers des plantes et épices qui vont justement favoriser, M. Reinhardt en parlait tout à l'heure, j'ai sous les yeux la cannelle. La cannelle va favoriser finalement le cycle d'entrée des protéines dans les muscles. Rien ne sert, si je puis dire, de gaver des gens avec des protéines que dans tous les cas il ne pourra pas manger en termes de volume, mais plutôt une petite quantité, fractionnée éventuellement tout au long de la journée, mais intelligemment proposée avec des trucs et astuces à travers des plantes médicinales et donc connues et référencées comme telles. Nous ne sommes pas des gourous. Nous allons donc visiter évidemment la pharmacopée, visiter le Codex Alimentarius qui nous permet de référencer que le gingembre est un antiémétique qui évite donc, et c'est bien connu, le mal des transports, les périodes de grossesse, évite des vomissements et des nausées. Et nous, de le réutiliser. Également des trucs et astuces culinaires. Comment fractionner, manger chaud, manger tiède, manger froid à un même produit. Mais il ne va peut-être pas se comporter de la même manière aussi. Donc il y a des petits trucs et astuces à comprendre. Et une nouvelle fois, Bruno nous disait tout à l'heure que Philippe Pouillard va vous parler. Les malades vous parlent en fait. Moi je ne suis qu'une boîte aux lettres. Utilisez des choses simples, utilisez même un micro-ondes. Les malades se sont réappropriés le micro-ondes. Il y a encore 10 ans, 15 ans de cela, on disait non, le micro-ondes, pas pour nous, rien. Le micro-ondes est encore tabou, plus maintenant, et je peux vous dire que pour un malade du cancer, c'est devenu son ami, en l'utilisant bien. Également, donc, nous pouvons rentrer par les effets secondaires. J'ai des nausées aujourd'hui, j'ai grandement envie de manger un poulet rôti. Est-ce que je vais pouvoir le faire ? Bien sûr que oui, facilement, sans odeur dans la cuisine, et même il sera cuit légèrement plus vite. Voilà, ce sont des trucs et astuces que soit l'industrie nous apporte, puisqu'en fait on côtoie l'industrie agroalimentaire, ou soit les recettes traditionnelles. Donc notre job, nous, c'est de diffuser des messages validés par la communauté scientifique et médicale. Voilà pourquoi on discute avec plein de gens, et notamment donc, l'Institut Gustave Roussy, avec qui j'ai le plaisir de travailler fréquemment maintenant, depuis plusieurs années, et de répondre, regardez, à ce nuage d'interrogations, cela a été dit tout à l'heure, les produits laitiers, le sucre, les lipides, les glucides, les protéines, le jeûne, les compléments alimentaires, le sucre, ce fameux sucre qui nourrirait la tumeur. Et au final, quand même, j'ai craqué. Oui, j'ai écrit un livre en septembre dernier parce qu'il était temps quand même 10 ans après de pouvoir poser les choses, mais 10 ans après. Alors, on pourrait y rester longtemps, mais les grandes questions sur le jeûne, pourquoi pas s'il est très 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 court, mais en fait on sait que très rapidement, jeûner trop longtemps va peut-être pour certains de dire qu'il y aura une perte de poids, sauf que la perte de poids ne sera pas que la masse graisseuse, elle sera malheureusement, ça a été dit, une fonte musculaire également et la sarcopénie sur fond de dénutrition déjà engagée à l'annonce
peut concourir en fait à engager le pronostic plus que de mesures. Donc non, le jeûne n'est pas une bonne idée au jour d'aujourd'hui, selon la documentation mise à notre disposition de manière internationale. Il est dit que les facteurs de croissance type IGF-1 pourraient stimuler la tumeur. Ce n'est pas faux. Cela a été démontré. Sauf que ces facteurs de croissance sont détruits par les UHT, et c'est quand même 95% de notre consommation de produits laitiers, notamment de lait, mais aussi par la fermentation fromagère. Les IGF-1 les plus finalement restants, c'est nous qui les produisons. Ils ne sont pas issus des produits laitiers. Donc vous voyez, il y a des images comme ça qu'il faut quelquefois recadrer. Bannir les sucres libres ou pas? Donc sucre libre, sucre simple, sucre rapide, voilà. Alors ce sont en fait le sucre de table pour faire simple, les mono et disaccharides, glucose, fructose, dextrose. Doit-on interdire ou même limiter dans ce cas-là les fruits eux-mêmes qui sont riches ou le miel qui est riche en fructose? Alors en fait, bon, vous le savez bien, dans nos sociétés modernes, nous mangeons trop de sucre, nous mangeons trop de tout finalement, en tout cas par rapport à notre dépense énergétique du quotidien. En fait, oui, le sucre nourrit la tumeur, il nourrit toutes les cellules, mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que le sucre nourrit aussi un certain cerveau, un cœur, un système immunitaire et l'intestin qui sont consommateurs de ces substances de base. Le glucose est la substance énergétique de base. Donc en fait, supprimer les sucres, c'est un faux problème, puisque la cellule cancéreuse se nourrira du reste, c'est-à-dire à commencer par les lipides et les protides. Ça a été montré par des chercheurs de Louvain-la-Neuve il y a maintenant 15 ans, qu'in vitro, in vivo chez l'animal de laboratoire, qu'en supprimant les sucres, la cellule trouve toujours un autre chemin. C'est comme le courant électrique, vous savez, il passera partout. Sucre, en tout cas, comment dirais-je, bannir les sucres libres et régime cétogène, vous le comprendrez bien, il y a un lien fort, puisque en fait, le régime cétogène, c'est zéro sucre, justement. C'est laisser la place à 5% de légumes, fibres verts à feuilles, 30% de protéines, 65% de graisse. Il faut le tenir, un régime comme ça déjà. Vous savez qu'il est prescrit dans les maladies en fait, psychologiques, psychiatriques, mais très peu de temps, parce que c'est très dur à tenir. Et dans tous les cas, je reviens sur le questionnement qu'il nous faut en tout cas un minimum de sucre rapidement disponible, en plus des autres sucres glucides complexes. On entend beaucoup de choses sur les compléments alimentaires. Je reviens au curcuma qui a été cité tout à l'heure. Curcuma, c'est une grande aventure. C'est pas fini, hein. Il y a plein de gens qui cherchent dessus en ce moment sur des extraits très particuliers de curcuma. En prévention, le curcuma, si je continue sur ce propos, est très intéressant. Mais dès lors qu'un traitement pharmacologique est mis en place, on oublie le curcuma, donc en cancérologie comme dans d'autres pathologies, puisqu'en fait il interfère avec des systèmes notamment localisés dans le foie, par ici, et dans l'intestin aussi, qui permettent finalement de métaboliser tout ce que l'on ingère, mais aussi un médicament pour en faire des métabolites. Donc attention à cela. Et si d'aventure un complément alimentaire pouvait être intéressant, c'est avec le médecin qu'il faut le voir. En fait, ce n'est pas une auto-prescription. Également, dans toutes ces gélules, comprimés, etc., rangées sous l'appellation complément alimentaire, on peut trouver justement le curcuma, gingembre et autres, qui sont donc bien à la base des herbes aromatiques, des épices. Donc oui, quand même, à ces herbes aromatiques et épices, mais à dose finalement, comme on va le faire aujourd'hui, réitérée et culinaire, où là, les chercheurs, les médecins, les pharmacologues sont d'accord, sans limite, alors qu'effectivement, accéder à du curcuma de haute efficacité, titré en tel et tel agent lui donnant son efficacité, là, ça peut devenir dangereux. Alors, nous, notre leitmotiv, c'est de faire en sorte que, vous connaissez tous, donc justement, on en a parlé tout à l'heure, donc vous le connaissez, interrogation écrite tout à l'heure. La dénutrition qui peut arriver, cette fameuse cachexie cancéreuse qui peut, dans 40% des cas, disait Bruno, s'inviter très tôt dans le parcours, dans la nouvelle vie, c'est de faire en sorte que l'on améliore le pronostic et l'on gagne en chance de pouvoir très tôt essayer de manger correctement et d'avoir une éducation nutritionnelle. Le jour où on réussira ça, effectivement, avec l'aide des diététiciennes,
je pense qu'on aura fait progresser la médecine au même titre qu'évidemment la pharmacie le fait. Voilà. En termes d'observance des apports, de meilleure assimilation nutritionnelle, d'ingéré total, manger plus. Et ce qui fait qu'au final, eh bien, le médicament, en tout cas le traitement, pourra aller jusqu'au bout. Il sera, comme on dit, complété. Parce que bien souvent, il est arrêté avant la fin parce que les effets secondaires sont quelquefois donc désastreux. Alors, pour aller maintenant, non pas à un essentiel, aujourd'hui ce n'est pas un essentiel de manger et de déguster, mais au moins de comprendre qu'effectivement, ces malades nous ont livré leur quotidien et nous avons pu donc retranscrire le tout dans le site internet et puis dans le livre. Alors aujourd'hui, on se focalise sur les effets secondaires liés donc à la pathologie qui nous concerne. Fatigue, nausées, vomissements. Donc en fait, des petits pictogrammes, ceux-là même du site internet, ont été remis dans le bouquin. Et pour éviter d'avoir un bouquin de 3 kg d'épaisseur et que le tableau ait été très bien fait sur un site internet, on me renvoie par QR code très facilement au site internet. On va déguster des choses sur donc, la déviance du goût, dysgeusie, la diarrhée, les aftes, mucites, bouche sèche, la constipation. Et donc, de ce fait, plus que d'en parler, vous allez le déguster. Alors, je vous fais quand même une petite présentation parce qu'il va être très difficile pour moi à la fois de discuter avec vous et de pouvoir servir, vous le comprenez bien. Donc, on reconnaît, on va manger quelques entrées, plats, accompagnements, desserts, boissons. En petites touches, évidemment, mais en fait, pour moi, ça n'a rien à cocktail. C'est le quotidien des personnes qui me disent, Philippe, aujourd'hui, tu sais, j'ai mangé une boulette de viande. Et le lendemain, je la revois, ou 2 mois plus tard, j'ai mangé 3, 4, on compte le nombre de petites boulettes de viande. Même si aujourd'hui, on l'a décliné en repas cocktail. Un petit velouté de courgettes à la fleur de sureau, donc il va être intéressant pour les problèmes de bouche, mais aussi de diarrhée. Bon, je vous laisse découvrir les ingrédients. Ils sont également explicités sur les petits panneaux, ce qui fait que si vous avez une aversion, un petit souci, je vous laisse découvrir le contenu. Finalement, c'est une soupe normale, onctueuse. Donc la texture aussi est importante s'il y a des problèmes de dysphagie. Mais bon, là, j'en ai pas tenu compte forcément dans cette recette, mais quoique. Mais également le fait que le sureau est connu pour éviter la diarrhée. Ben voilà, on en profite. Et vous allez voir, ça nous donne un petit goût intéressant que j'espère que vous apprécierez. Et une salade d'ananas, donc là on est dans la fraîcheur, parce que qui dit mucite, afte, on recherche de la fraîcheur, et puis une acidité, mais pas trop. Donc on va utiliser là un petit peu d'oignon rouge, de l'ananas, du basilic, de l'huile d'olive, etc. Donc on aura comme ça une petite verrine d'ananas. En termes de plat, on aura un riz sauvage avec de la mangue, qu'on peut agrémenter de viande si on veut le passer en plat, ou si on veut le laisser en entrée, peu importe. Donc s'il y a des personnes qui parmi vous ne souhaitent pas manger de viande, bon, normalement il y a de quoi pouvoir trouver. Et toutes ces suggestions sur le site internet vite fait bien fait, qui finalement ne possèdent que 110 recettes, c'est pas grand-chose, on n'est pas sur des sites dont je passerai le nom qui ont des millions de recettes. L'idée c'est que les gens s'approprient, comme a dit M. Renard, soi-même la recette, et ils changent quelques petites choses en fonction de leur origine ethnique ou d'autres préoccupations. Un saumon au beurre d'ail, mais avec du gingembre. Et donc la sauce, qui est un beurre monté au gingembre, tout simplement, ne va pas être si écœurante que cela. Et on va trouver des choses quand même assez étonnantes. Du sucre. Les gens nous invitent à mettre du sucre. J'ai vu dans mon dos des gens rajouter du sucre dans la sauce du saumon. Et je dis, qu'est-ce que vous faites là ? Parce que, regardez, moi j'ai ce problème et ça va mieux quand je fais ça. Ok, on va le faire, on va le refaire, on va le tester avec les familles et puis on valide. Un poulet aux abricots et aux amandes, on va aller dans l'univers du Maghreb, je dirais, pour chercher quelque chose d'onctueux et et puis énergisant. Malgré la cuisson, on va perdre évidemment quelques vitamines, c'est évident, mais le plat est très chargé déjà en protéines, bien sûr, le filet de poulet est très bien pour cela, et donc va permettre quand même de lutter contre la fatigue. Du bœuf haché, de l'emmental, de la sauce soja et du miel, une nouvelle fois, qui va lutter donc pour les problèmes de cognitifs également. Généralement, quand la pharmacologie donne un effet secondaire qui va jouer sur les problèmes gustatifs, les gens me disent « non, mais je ne mange plus de viande ». Et je rejoins une nouvelle fois le propos de M. Renard qui dit « mais on peut peut-être quand même proposer de la viande, si peu que ce soit par rapport donc, à l'énergie qu'elle apporte, la vitamine B12 et autres ».
Et donc les personnes nous ont rapporté que finalement ils y ajoutaient un peu de Emmental ou tout type de gruyère et autres fromages du nord de l'Italie qui permettent tout simplement d'apporter des protéines, pas trop d'acidité, et puis qui n'a pas mangé japonais à la façon yakitori, de supprimer le goût de ces noyaux héminiques du sang, ce qui fait qu'on n'a pas du tout le goût de viande, vous le verrez tout à l'heure, on a un goût un goût bizarre qui relève de la cuisine fusion, qui fait que ces gens, qui certains ont des aversions au sel, ne vont pas mettre de soja, d'autres au contraire vont jouer avec le miel, d'autres, donc chacun s'approprie. Donc je vous ai mis une côte mal taillée pour aujourd'hui. Toujours dans les plats, un blanc de poireau avec de la poudre d'amande, qui là aussi, l'amande va jouer donc, sur les problèmes intestinaux. Le flanc de carotte, alors la carotte a un effet, quoi qu'on dise, très intéressant sur les problèmes de peau, diarrhée et une nouvelle fois buccaux. Pour passer au dessert, alors tout en petites portions, la plus petite portion, contrairement à cette photo, est au citron vert, donc cette crème au citron vert, lait, caramel, donc quelque chose de très glissant, quoique une petite surcuisson me fait dire le contraire aujourd'hui. Un tiramisu spéculoos, c'est un tiramisu. Votre tiramisu, vous y mettez une crème avec des fruits dessous, quelque chose qui va donner envie, je l'espère. Et puis dessous, pour aller très vite, vite fait, bien fait, de broyer un biscuit, l'éternel spéculoos, qui est sympa, avec une eau de fleur d'oranger, et antiémétique, fatigue, constipation et problème de bouche. Voilà, référencé par la littérature. Smoothie au ginseng et à la roquette, et même s'il clôt ce diaporama, la pina colada, on va plutôt l'imaginer en apéritif, si vous le voulez bien, pour que justement les malades participent avec leur famille à un apéritif, le leur. Et qui a, comme on le voit, donc au-delà de la fraîcheur, antiémétisant, fatigue, une nouvelle fois, donc pas mal d'effets cumulés. Tout au long du repas, un petit pétillant de l'été avec du citron, de l'orange, du sucre, une nouvelle fois. Alors, c'est sucre rapadura, hop, ça vient ici. Alors pourquoi le rapadura, qu'on appelle, en fait, il y a plusieurs noms derrière, ça peut être mascobado, c'est la même chose, c'est que simplement il y a 50% de sucre et 50% de matière organique. Il n'y a pas que du sucre. Et il est très goûteux, alors il donne une couleur sombre par contre, c'est un peu la vergeoise aussi, c'est la même chose. Et donc ça peut être très intéressant. Et de l'eau gazeuse. Alors ne vous étonnez pas, l'eau gazeuse sera soutirée du robinet parce qu'on a la chance d'avoir une eau gazeuse directe venant du réseau. Écoutez, merci de votre attention. J'espère avoir été clair et complémentaire aux interventions précédentes. C'est le rapport de l'Association nationale Alimentation Cancer Recherche et qui a été relayé par l'INCa, a été publié en novembre 2017. J'en étais le rédacteur principal et on a refait toute la littérature sur le sujet pour constater d'abord qu'il y avait très peu d'études cliniques, c'est-à-dire d'études faites chez l'homme, au sens humain. C'était essentiellement des données animales. Évidemment, nous ne sommes pas des souris ni des rats, donc pas toujours facile d'extrapoler. Et qui disent la chose suivante, et ce n'est pas l'étude qui vient d'être publiée par les Hollandais qui dira le contraire, le jeûne n'apporte pas de bénéfices pronostiques ou sur la toxicité des traitements anticancéreux jusqu'à preuve du contraire. Il y a plusieurs bonnes raisons à ça. Premièrement, parce qu'effectivement, il y a un impact négatif sur la masse musculaire d'un jeûne, même de moyenne durée, c'est-à-dire à partir de 48 heures. Et deuxièmement, parce que les mécanismes qui pourraient expliquer les bénéfices de la suppression du sucre ou d'autres aliments par le jeûne sont finalement assez bancals. C'est-à-dire qu'on sait finalement, même dans les modèles réalisés par Walter Longo aux États-Unis et en Italie, on ne sait pas très bien ce qui marche lorsqu'on fait du jeûne sur la progression des cellules tumorales. Donc,
premièrement, les modèles expérimentaux sont très discordants et très bancals. Et deuxièmement, les études cliniques ne vont pas dans le sens du bénéfice. Troisièmement, il y a un risque d'aggravation de la dénutrition, donc il ne faut pas faire. Voilà. Je n'ai pas d'autre chose à dire. Voilà. Hein. En plus de ça, et ça complète ce qu'a dit Philippe tout à l'heure, moi, quand des patientes viennent me voir et me disent je voudrais commencer un régime cétogène ou un régime de jeûne, c'est-à-dire supprimer du sucre par une méthode ou une autre, je leur dis, bon, écoutez, oui, votre idée un peu préconçue que le sucre nourrit la tumeur est vraie, c'est exactement ce qu'a dit Philippe, mais la vérité, c'est que les sucres, ça nourrit aussi les autres cellules. Et je leur montre toujours ma diapo préférée, que je ne vous ai pas montré, mais peu importe, c'est un PET scan de malade avec des métastases dans le foie, et après un PET scan de muscle à l'effort. Le meilleur moyen de ne pas avoir un PET scan positif quand on a peur d'avoir des métastases, c'est de courir autour de Gustave Roussy pendant 2 heures et ensuite d'aller au PET scan. Tous les sucres marqués seront dans les muscles. Parce que les sucres, ça sert à faire bouger les muscles. D'accord ? Et ça sert aussi à faire fonctionner le cerveau, en tout cas, pas le mien, mais c'est fini. Et puis plein d'autres choses. Donc, clairement, en supprimant le sucre, on supprime le sucre aussi à des organes qui n'ont pas la faculté d'adaptation qu'ont les cellules tumorales, comme l'a dit Philippe. Il y a maintenant des mécanismes de réorientation métabolique des cellules tumorales, ce qu'on appelle des girouettes métaboliques qui se trouvent sur les mitochondries des cellules cancéreuses, qui permettent, lorsqu'il n'y a plus de sucre, de récupérer de l'énergie via les acides aminés ou les acides gras libres, et donc de se foutre complètement du fait qu'il n'y a plus de sucre. Voilà. Donc ça, ça fait plein de fois qu'on essaye d'en discuter avec Walter Longo, qui est charmant au demeurant d'ailleurs, mais vu que ce n'est pas un clinicien, on a beaucoup de mal à aller plus loin dans la discussion. Donc, les Hollandais viennent de publier une étude chez les dames atteintes de cancer du sein sous chimiothérapie néoadjuvante, c'est-à-dire avant chirurgie, où il y a des résultats un petit peu discordants sur le bénéfice du jeûne avant et après chimiothérapie. Premièrement, ils ont eu du mal à faire le jeûne aux dames, ce qui est déjà un point majeur. C'est un peu ce que disait aussi Philippe, c'est-à-dire faire du jeûne ou du régime cétogène, c'est pas si simple que ça, parce que même si on en a envie, on a envie d'y croire, au bout d'un moment, on se dit c'est compliqué. Deuxièmement, ils n'ont pas inclus suffisamment de patientes par rapport à l'objectif principal. Et troisièmement, l'objectif principal n'a pas été atteint alors que des objectifs secondaires ont été atteints, donc il y a du bidouillage statistique. En plus, ils ont filé un substitut alimentaire à leurs patientes alors que ce n'était pas prévu au départ. Donc ils ont triché, alors que c'est des gens formidables. Voilà. Donc, c'est négatif. Voilà, je peux vous dire c'est négatif. Donc, ça ne sert à rien. Donc, il faut passer à autre chose. Trouver un autre truc, un autre sujet de discussion, mais pas le jeûne. Le jeûne, ça ne sert à rien en cancérologie. Voilà. Et il est même préférable, le jour du traitement, notamment de chimiothérapie, évidemment, de manger, parce que l'estomac vide cause plus de nausées qu'un estomac. C'est la majorité, oui, absolument. Voilà, il faut parler de majorité. Et en complément aussi, pour les antiparps entre autres et les traitements oraux, on conseille, l'expérience des patientes fait que si on prend les traitements pendant une collation, on les supporte mieux que si on n'a pas mangé aussi. Donc tous les on va dire les feux sont au vert pour continuer à manger, se faire plaisir aussi, parce que la nourriture est un facteur plaisir qu'il ne faut pas négliger dans ces moments très difficiles. Et il faut réussir à concilier les qualités nutritionnelles et le plaisir de manger. Et on essaye chez Imagine de transmettre ça le plus possible. Et la maladie est déjà une contrainte absolument terrible. Si en plus on doit se donner des interdits ou des listes négatives, comme l'a dit le docteur Reinhardt, c'est déjà très difficilement supportable. Essayons d'atténuer ce moment difficile plutôt que d'accentuer les problèmes. J'adorerais pouvoir vous dire que l'immunothérapie
à l'heure actuelle de la recherche scientifique, a bouleversé, on va dire, la survie sans progression, puisque c'est le gros mot qui est utilisé en recherche dans les essais cliniques pour l'instant. Et l'immunothérapie a été miraculeuse dans plein de cancers, hein, et vraiment, et a révolutionné la vie des patients dans plein de cancers. Dans le cancer de l'ovaire, les premiers essais, il y a beaucoup d'essais en cours, les premiers... il y en a un qui est sorti au mois de juillet, donc en première ligne, ne montre pas de résultats majeurs pour l'instant. Les labos continuent et imagine, on dit ensemble contre la maladie, c'est-à-dire les patients, les médecins, les chercheurs, tout le personnel soignant et les laboratoires, tous ensemble. L'idée, c'est de permettre aux patients de vivre le mieux possible dans la maladie et, si possible, dans la rémission complète. L'immunothérapie dans le cancer de l'ovaire, pour l'instant, dans l'état actuel des recherches et des résultats, ne donne pas de résultats majeurs de survie des patients. Donc il y a beaucoup d'essais en cours, hein, donc on croise les doigts pour que, on ne sait pas, un labo, une molécule en immunothérapie donne de meilleurs résultats, mais pour l'instant, on ne peut pas dire que ce soit vraiment probant. Alors en fait, l'idée est la suivante, c'est que, et notamment pour les cancers subis au féminin, c'est que la personne est heureuse on vient de parler de plaisir, bien sûr de manger, mais aussi de continuer de cuisiner pour la famille. Avec un micro-ondes, en l'occurrence, ces personnes m'ont expliqué, essentiellement des femmes, qu'elles pouvaient l'utiliser pour cuisiner pour toute la famille. On n'a pas dit forcément tout le temps. Pour certains plats qui permettent notamment de réguler les odeurs. Le micro-ondes, de par sa technologie magnétique, ne permet pas d'avoir des produits de brunissement, en clair des produits de Maillard. Cette bonne odeur du croissant chaud dans la rue, non, ça n'existe pas. Ce qui fait que ça limite les odeurs. Cela cuit d'une manière homogène, un certain nombre de plats, pas forcément tous. Hein. Je ne dis pas que le micro-ondes et les patients ne disent pas que c'est la panacée universelle, mais ils l'utilisent bien plus que certains ne l'utiliseraient. Des petites portions, en cuisant vapeur également, c'est-à-dire vapeur micro-ondes. Vous prenez un simple saladier, vous y mettez vos têtes de brocoli, 2 cuillères d'eau, un film étirable au-dessus qui ne touche pas les légumes préférablement, et vous mettez au micro-ondes. Et il a été montré, mais là ce ne sont pas les patients, nous sommes en fait dans notre école à Unilassal experts en micro-ondes en fait depuis des dizaines d'années, que cuire à forte énergie, on ne va pas parler de température, à forte énergie, j'entends maximum de votre machine, 800, 900, 1000 watts, cuire à forte énergie des légumes est bénéfique sur le profil nutritionnel, notamment des vitamines, en particulier la vitamine C qui est très fragile, plutôt que de cuire à basse énergie. À l'inverse, du poisson notamment, des viandes blanches comme du poulet, vous oubliez la viande rouge et le porc, un micro-ondes, ça ne marche pas. Hein, ce n'est pas une cuisson homogène. Eh bien, le blanc de poulet et le poisson, vous le cuisez à basse énergie, 400, maximum 500 watts, évidemment plus longtemps, puisque c'est un couple temps-température, et vous obtenez des choses qui sont souples. Aujourd'hui, je n'ai pas de micro-ondes, vous aurez quelque chose qui est évidemment moins souple dans un four traditionnel qu'avec un micro-ondes. Un dernier point sous forme d'une anecdote, il y avait parmi le groupe de 10 qui a rejoint le programme Neodia, un homme qui est arrivé en me disant « Oh, moi, tu sais, je ne mange plus telle et telle chose, parce que ça fait longtemps que, donc, avec une irradiation de la bouche, il avait un cancer tête et cou. Du coup. Et donc, non, mais même du poulet, tu vois, je ne peux pas le manger, un suprême de poulet. » J'ai dit « Vous venez avec moi ?» On ne se connaissait pas encore. Hein. On est allé dans la cuisine. Je lui ai fait un bout de suprême de poulet. Il l'a mangé. Il ne m'a pas vu faire. Hein, et il a pleuré. Et il a dit « Je remange du poulet. » Et je suppose qu'il continue de manger du poulet. C'était au micro-ondes.
Merci. Donc, concernant l'impression du carnet nutrition, on l'a pour l'instant imprimé une première fois 4000 exemplaires. Il est téléchargeable sur le site internet d'Imagine. Et notamment, Imagine sur donc ce mois de septembre turquoise va être présent dans un certain nombre de centres anti-cancer et ce carnet va être distribué sur les stands d'Imagine voilà, auprès des patientes dans les centres concernés par les cancers de l'ovaire et cancers gynécologiques. Il est financé par Clovis Oncologie. C'est nous qui avons financé l'impression. Vous trouverez la liste des centres, parce qu'on avait une trentaine de centres au mois de juin. On a quelques désistements, c'est logique, on le comprend pour des protections sanitaires, même si on va respecter les gestes barrières. Donc, allez sur le site Imagine et dans les actualités, il y aura les centres qui mettront à disposition les carnets. On en a à disposition chez Imagine, puisque Clovis nous en a livré, et il est, comme on l'a dit, téléchargeable sur le site. On va le diffuser au maximum. Comme vous l'avez vu sur les diapositives, on va consacrer notre journée européenne des cancers gynécologiques à la nutrition. Donc, on le mettra en avant et il est à disposition de tous, ou sur le site ou en papier sur demande. Ça a été fait en collaboration donc, avec Imagine et des patientes d'Imagine et pour être au plus près non seulement de la partie nutritionnelle essentielle, mais aussi de l'adéquation aux besoins des patientes. Et ce sera à disposition des professionnels de santé. On va en donner aux établissements. On en laissera dans les ERI, entre autres. Comme vous l'avez vu, on a un partenariat avec la Ligue. Donc, il y en aura dans les ERI, dans les antennes régionales d'Imagine. Les référentes Imagine vont en laisser dans les centres, mais aussi de patiente à patiente, dans les cafés Imagine, s'il y a des cafés en présentiel. Peut-être pas trop, mais toute diffusion par professionnel, entre patientes, entre proches, parce que on en a peu parlé, mais c'est souvent les proches aussi qui participent activement et on le voit avec les patientes qui sont très entourées et qui ont des proches qui leur font des bons petits plats et qui partagent aussi le repas avec eux. Ça, c'est quelque chose, le partage des repas est quelque chose d'essentiel et qui permet de diminuer cette dénutrition. On discute, on parle d'autres choses et alors on mange presque sans s'en rendre compte et c'est un moment de plaisir et de partage et ça c'est essentiel dans la maladie. Bon, dans ces cas-là, je vous remercie de votre présence, en tout cas physique, avec nous dans ce contexte assez particulier et du coup je vous invite à maintenant déguster les recettes de Monsieur Pouillard. Voilà, je vous remercie.